du Théâtre du Mauvais Garçon. Stéphane Bélanger qui est au micro pour vous présenter, c'est ça, le dernier né du Théâtre du Mauvais Garçon, qui est en fait une série qui s'intitulera Top 5. On a ça beaucoup sur le web, top 5 pour les meilleurs top 10 aussi, beaucoup les meilleurs solos, les meilleurs chanteurs, les meilleures scènes de films, les meilleures séquences, les meilleurs acteurs et tout ça. Et j'avais envie, moi, depuis déjà quelque temps, presque au tout début de l'an dernier, là, au tout début du projet du Théâtre du Mauvais Garçon, de présenter mes découvertes et tout ça. J'ai essayé d'emballer ça dans plusieurs formules, dont les lectures et tout ça. J'ai opté pour l'idée des top 5 dans le but d'isoler un sujet et de faire en sorte qu'on va pouvoir l'aborder par différentes pièces et tout ça. Et c'est ça. Donc, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Un projet qui va être le pilote va être gratuit, va être offert au public, au visionnement pour tous. Et par la suite, les 10 prochains épisodes seront gratuits pour les membres. Et si les gens du public veulent uniquement visionner ce projet-là, donc ça sera l'achat d'un laissez-passer pour les 10 prochains épisodes, achat d'un laissez-passer qui sera au prix de 20 $, donc 2 $ par épisode, qui seront échelonnés au cours de la prochaine année. Top 5, peut-être une appellation qui peut faire sourciller plusieurs défenseurs de la langue française, mais pour moi, le terme top fait appel à une chose un peu moins solennelle, un peu moins ordonnée, un peu moins sérieuse qu'un classement ou qu'un palmarès. Donc pour moi, le top 5, top 10 ne se prend pas au sérieux et c'est le but de l'exercice, bien sûr. Je vais aborder, dans le cas du premier épisode, le pilote, ça va être top 5 des meilleures pièces de Molière, selon moi, bien sûr. Par la suite, premier épisode officiel, on ira du côté de Shakespeare, top 5 des meilleures adaptations de Shakespeare, et par la suite, il y aura différents sujets comme ça que je vais amener et qui pourront aussi être nourris par les gens qui écoutent ou sur la page Facebook ou via le chat du site du Théâtre du Mauvais Garçon. Donc, c'est un peu ça, une continuité des activités, une espèce de refonte aussi là, depuis le projet du Horla où on pouvait écouter le projet uniquement via l'achat d'un laissez-passer au coût de 2 $. C'était vraiment un test et il y a eu quand même eu des bons résultats, donc c'est pour ça que je poursuis. Il y aura également dans les prochains jours le lancement aussi de 2 autres projets qui auront la même formule, c'est-à-dire gratuit pour les membres et un billet, un laissez-passer qui permettra aux gens de pouvoir assister quand même au développement des projets en question. Donc, sans plus attendre, on va commencer directement avec le top 5, le premier top 5, le pilote de la série, donc l'épisode premier des 11 qui s'en viennent. Top 5 sur les pièces, les 5 meilleures pièces de Molière. Molière qui est peut-être pas un choix évident pour moi au départ, mais je voulais pas quelque chose de trop sentimental. Molière, pour moi, est toujours un peu mystérieux, c'est-à-dire que il doit y avoir quelque chose de proposé, de clair dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs et tout ça, et quand cette quand cette mécanique-là s'installe et qu'elle est acceptée par le public, pour moi, il y a une magie là, qui se passe dans la salle à ce moment-là. Et c'est ça. Moi, j'ai plus d'affinité personnellement avec les textes de Shakespeare, mais Molière, je le trouve fascinant comme public, un peu moins comme metteur en scène, tout ça. Donc, c'est pour ça là, que je suis allé de ce côté-là. Donc, top 5, aucune recherche particulière scientifique, aucun. J'y vais vraiment avec mes goûts personnels et mes affinités sur des textes que j'ai déjà abordés, déjà travaillés, déjà lus. Donc, cinquième position du top 5 des meilleures pièces de Molière, selon
votre humble serviteur, Stéphane Bélanger. Donc, 5e position, Le médecin malgré lui, écrite en 1666, qui met en vedette, entre autres, Martine Esganarelle. Donc, on est là dans un univers très, très près de la Commedia dell'arte. J'aurais même pu aller du côté du malade imaginaire, mais j'ai hésité quand même un petit bout. Médecin malgré lui, là, la scène d'ouverture, la chicane de ménage, la chicane de couple mémorable entre Martine et Sganarelle. Non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler, d'être le maître, blablabla, qui a été joué probablement par des milliers de duos dans les classes de théâtre, les cours de théâtre, les auditions, tout ça. Une scène que j'adore, qui sert de prémisse à la pièce, où suite à cette chicane-là, Martine décidera d'aller se venger de son mari et fera croire au voisinage là, qu'il est médecin. Ce qui va se terminer, évidemment, dans les pièces de Molière, c'est le happy end, la fin heureuse. Chacun marie sa chacune et... à la grande surprise, Sganarelle décidera de continuer sa carrière de médecin. On va y aller avec un extrait de la première scène, acte 1, scène 1, la chicane de couple. C'est pas la mise en scène que j'aurais aimé montrer, c'est surtout pour présenter le texte, mais pour moi, c'est pas la mise en scène idéale. Les costumes me fatiguent un peu, mais le texte est toujours aussi intéressant. Donc, pardon. On y va. Médecin malgré lui de Molière. Je te dis que je n'en veux rien faire, que c'est à moi de parler et d'être le maître. Ah, et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Car Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses. Qui ait servi 6 ans, femme au médecin. Et qui ait su, dans son jeune âge, son rudiment par cœur. Peste du fou-fiefé. Peste de la carogne. Que soit maudit l'heure et le jour où je m'amusais d'aller dire oui. Ah, maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Alors, ne me fais point parler là-dessus, je dirai de certaines choses. Quoi que dirais-tu? Parbleu, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti, j'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans ce logis. C'est livre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mets-les à terre. Qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Allons, ma femme. Tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache point trouver les moyens de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme m'a mis votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous voulez me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Tout objet de mes voeux. Je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sac à vin. Je vous rosserai. Infâme. Je vous étrillerai. Traître. Insolent. Voilà. Trompeur. Voilà, hey. Gueux. Voilà, voilà. Mélite. Ah. Fripon. Marot. Voilà. Vous en voulez.
Eh ben, c'est ça. Première scène, pour moi, il y avait un léger manque de rythme à ce niveau-là, mais ça reste une pièce toujours très intéressante. Médecin malgré, pas méde- oui, Médecin malgré lui, pardon, qui va être une des pièces maîtresses là, de l'œuvre de Molière, avec le médecin malgré lui. Le malade imaginaire, bon, je vais arriver à aboutir ma réflexion. Donc, pour moi, c'est ça. Il y avait un petit léger manque de rythme. On voit une approche un peu particulière au niveau de l'interprétation. Beaucoup vont aller chercher la chicane très rude, très dure. Eux ont opté pour quelque chose d'un petit peu plus léger, un petit peu plus ludique, comme si c'était une façon de se s'attiser là, dans le couple, ces chicanes-là, avec un sourire toujours en coin. C'est une façon de voir les choses. Médecin malgré lui, en 5e position. On va passer quatrième position. Quatrième position qui va être occupée. Et là, ça va peut-être surprendre quelques personnes. Les fourberies de Scapin. Fourberies, pièce écrite en 1671. 2 ans, soit 2 ans avant la mort de Molière. Pièce qui a été écrite lors de rénovation dans le théâtre du Palais Royal. Donc, on a dû la jouer dans un lieu un peu différent et c'est pour ça qu'elle est écrite pour un décor unique. Certains vont trouver qu'elle est écrite un peu rapidement. Et vont lui trouver quand même plein de défauts. C'est pas une pièce qui va connaître un succès extraordinaire à son lancement. C'est-à-dire, elle va faire le soir de la première à peine 545 livres, ce qui est vraiment pas beaucoup à l'époque. Elle va être jouée, je crois, là, je fais de mémoire, Molière, entre l'écriture de la pièce et sa mort, va avoir interprété le rôle de Scapin à peine 17 fois. Elle va être reprise un peu après la mort de Molière par le reste de la troupe, entre 1677 et 1715, elle va être jouée 197 fois. Donc, elle va avoir connu sur le tard une espèce d'élan là, qui va permettre de voir sa richesse. Ça va devenir aussi, avec le temps, la pièce la plus jouée de Molière. Donc, Fourberie de Scapin. On va y aller de ce côté-là avec la scène de Zerbinette, pour moi, qui est un petit bijou. OK, on y va à cette pièce-là, là, qui est la fameuse réplique « Mais que diable allait-il faire dans cette galère? » Et là, c'est vraiment l'histoire là, d'une escroquerie montée par un fils à son père. Et Zerbinette, dans toute sa grande naïveté, va, sans le savoir, raconter toute l'escroquerie au personnage, le principal intéressé. Donc, on va l'écouter. Les Fourberies de Scapin, scène de Zerbinette, en 4e position du top 5 des meilleures pièces de Molière. Je vais prendre un peu l'air. Tu me le paieras, je te jure. Oh, la plaisante histoire et la bonne dupe que ce vieillard. Y a rien de plaisant à cela. Vous n'avez qu'à faire d'en rire. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Mais comment qui songe à se moquer de vous? Pourquoi? Venez-vous ici me rire au nez. Oh, mais cela ne vous regarde point. Et je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire. Le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Un fils à son père pour en attraper de l'argent. Oui. Pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée à vous dire la chose. Et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien.
Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire, et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas, et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens, qui croient qu'il n'y a qu'à parler, et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites, mais il trouva là une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient, et les voilà disposés à me laisser à lui moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez. Oh, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Oh, il y a son nom du... Oronte. Non. Géronte. Oui, Géronte, justement. Voilà mon vilain, je l'ai trouvé, c'est ce ladre-là que je dis. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville. Et mon amant m'allait perdre faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable qui mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Coquin que tu es! Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Oh, je ne saurais m'en souvenir que je ne ris de tout mon cœur. Il est allé trouver ce chien d'avare et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère turque où on les avait invités d'entrer. Qu'un jeune turc leur y avait donné la collation. Et que tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer et que le turc l'avait renvoyé lui seul à terre dans un esquif, avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger, s'il ne lui envoyait tout à l'heure 500 écus. Voilà mon ladre, mon vilain, dans de furieuses angoisses. Et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles. Et la peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il sollicite son valet de s'aller offrir à tenir la place de son fils jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Et il abandonne pour faire les 500 écus 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30. Le valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions. Et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, maudite galère, traître de Turc !» Enfin, après plusieurs discours, après avoir longtemps gémi et soupiré, eh ben, il me semble que vous ne riez point de mon compte. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait. Ton égyptienne est une malavisée.
Une impertinente de dire des injures à un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille. Et que le valet est un scélérat qui sera, par Géronte, envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Je viens de m'en douter. Et voilà, 4e position, les Fourberies de Scapin. Mise en scène que je trouve intéressant. Le jeu assez intéressant aussi. Beaucoup de pirouettes un peu. On tombe par terre, on se tortille, emprunté, comme disait Delarthe. Mais sinon, pour moi, tout est super intéressant. Donc, pour moi, c'est une pièce que je me rappelle avoir vue à l'époque. TNM... je crois que c'était le TNM monté avec, dans le rôle de Scapin, Yves Jacques. Donc, c'est ça. Pour moi, une pièce qui reste un coup de cœur, que j'aime être dans la salle. Évelyne Charland, du Théâtre des gens de la place, avait fait une version assez particulière de ça, assez intéressante. Donc, Fourberies de Scapin, 4e position. On passe 3e position, une pièce que j'ai eu la chance de voir et de monter aussi. Donc, une pièce qui a été écrite en 1670, Le bourgeois gentilhomme. Donc, ça, c'est l'histoire tout simple d'un bourgeois qui veut s'acheter une vie, qui veut s'acheter une culture, des connaissances et tout ça. Il va se payer des leçons, il va se payer des leçons de philosophie, de chant, de danse et tout ça. Et ça reste une des parties les plus intéressantes de la pièce. Et il y a bien sûr un quiproquo autour d'un éventuel mariage et d'une tromperie. Donc, tout ça. Et évidemment, tout ça se finit bien sûr par une fin heureuse. Donc, on va aller du côté du bourgeois gentilhomme. Oui, une pièce, je disais que j'avais eu la chance de voir à l'époque montée par Marc-André Dard et avec le Théâtre des gens de la place, et j'ai eu la chance de remplacer Évelyne Charland qui, pour des raisons X, a dû abandonner un projet comme ça en cours de route, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec le seul et unique Martin Franqueur dans le rôle du bourgeois, M. Jourdain. Personnage qui est vraiment très intéressant, et personnage qui a été repris dans le film en 2007, je crois, film avec je ne me rappelle plus du réalisateur, mais le personnage de M. Jourdain est repris, interprété de belle façon par Fabrice Lucchini dans ce film-là. On va voir un extrait où le bourgeois va se payer une leçon avec son maître de philosophie qui va lui apprendre aussi l'orthographe. Donc, on y va avec M. Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme, 3e position du top 5 des meilleures pièces de Molière. Je vais composer contre eux une satire du style de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable, nam sine doctrina, vita est quasi mortissimago. Vous entendez cela? Vous savez le latin, sans doute. Ah oui. Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Et cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Et ce latin-là a raison. Avez-vous pris quelques principes, quelques commencements des sciences? Oui, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la 3e.
La première est de bien concevoir par le moyen des universaux, la seconde de bien juger par le moyen des catégories, et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, c'est la rente, Dari, Ferrio, Paralyptone, etc. Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose, qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette morale? Elle traite de la félicité. Enseigne aux hommes à modérer leur passion. Ah non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables et il n'y a morale qui tienne. Je me veux mettre en colère tout mon sou quand il m'en prend envie. C'est la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés des corps, qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux, nous enseigne les causes de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la grêle, la neige, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tintamarre là-dedans. Trop de brouillamini. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix, et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix, A, E, I, O, U. Et j'entends tout cela. La voix se forme en ouvrant fort la bouche. Ah. 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 Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E, A, E, Ah. Et. Ah. Et. Ma foi, oui, que cela est beau. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. A, E, I. Ah. Et. I. Ah. Et. Cela est vrai. Vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O, O, Oh. Oh. Et rien de plus juste. Ah. Et. Oh. Oh. Cela est admirable. Oh. Oh. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Oh. 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 Vous avez raison. Oh. Ah. La belle chose que de savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. U. 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 Il n'y a rien de plus véritable. U. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. Tout bien que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que... U. 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 Cela est vrai. Oh, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celle-ci? Sans doute, la consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da, da, Da. Da. Oui, oui, oh, les belles choses, les belles choses. Et F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa, fa, Fa. Fa. C'est la vérité. Oh, mon père et ma mère, que je vous veux de mal. Oh. L'air, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Ra, 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 cela est vrai. Oh, la bilhomme que vous êtes. Mais que j'ai perdu de temps. Ra. Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne
ça. De grande qualité. Et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose. Dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Non. Pas point de vers, non. Vous ne voulez que de la prose? Non. Je ne veux ni prose ni vers. Et il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur, tout ce qui n'est point vers est prose, tout ce qui n'est point prose est vers. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose? Quoi? Quand je dis, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur. Il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je me suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet: belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que ce fût tourné gentiment. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez nuit et jour pour elle, les violences... Non, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu, pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre. Et premièrement, comme vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Bien, d'amour, mourir, me font, belle marquise, vos beaux yeux. Bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Bien, mourir, vos beaux yeux, belle marquise d'amour, me font. Ou bien me font vos yeux beaux mourir, belle marquise d'amour. Ou bien... Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Eh ben oui. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Bourgeois gentilhomme, ça fait toujours plaisir à réentendre. C'est des beaux souvenirs pour moi. Donc, troisième position. On a vu l'extrait d'un téléthéâtre tourné dans les années 60, je crois. Et malheureusement, je n'ai pas pris en note le nom des acteurs, mais il y avait quelque chose là, de très intéressant dans la proposition et dans le jeu. On va passer tout de suite deuxième position qui va sûrement en surprendre quand même quelques-uns, puisque c'est une pièce qui va être en vers et en alexandrin, donc une pièce qui comporte 1779 vers, dont 1737 alexandrins, pièce écrite en 1662 et qui est L'École des femmes. Pièce qui a un grand succès à son lancement. C'est un mélange de formes. On va aller chercher vraiment les trucs de la farce, à la limite de la commedia dell'arte par moment dans certaines scènes, mais on va aller chercher en même temps la grandeur des grandes comédies en vers et tout ça. C'est un succès qui est quand même assez rapide et tout ça, mais qui va faire place à un grand débat et que Molière va reprendre à son compte et en créant une pièce qui va s'intituler « La critique de l'école des femmes ». Je ne ferai pas plus de jeu là-dessus. J'ai décidé d'aller chercher une version un peu différente. J'ai hésité entre le téléfilm de 1973 qui mettait en vedette Isabelle Adjani et Bernard Blier, qui nous proposait une vision assez classique du personnage d'Arnolphe et du personnage d'Agnès, bien sûr. Isabelle Adjani qui était une ingénue, petite, frêle, naïve et tout ça. Là, on a dans une autre proposition un peu différente
Une Agnès peut-être un peu plus rustre, une voix un peu particulière aussi, et un Arnolphe, pardon, assez imposant. Donc, on va écouter cet extrait-là et je vais tout de suite par après vous faire écouter la version de Isabelle Adjani. Mais enfin, de cette vue, apprenez-moi les suites et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez, comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans remue certain je ne sais quoi dont je suis tout émue. Oh, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces tendresses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant, il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf! Il m'a Quoi? pris Hein? Plaît-il? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non! Si fait. Mon Dieu, non! Jurez donc votre foi. Ma foi soit! Il m'a pris là. Vous serez en colère. Non! Si. Non, 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 non! Diantre! Que de mystère! Qu'est-ce qui vous a pris? Ah! Je souffre! Oh, damné! Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre, s'il ne vous a rien fait, que vous baissez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas! Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il me possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger, s'il en eût demandé, que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Voilà une proposition assez particulière là, de l'École des femmes. On va juste revenir d'un écran. J'espère que je vais avoir... Eh ben oui. Scène ici. Donc, est-ce que c'est celui-là? Les mariés, sans doute, et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là-dedans remue certain je ne sais quoi dont je suis tout émue. Un fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant il me prenait
prenait. Et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf. Il m'a Quoi? pris. Hein? Plaît-il? Je n'ose. Et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Mon Dieu, non. Jurez dans votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris. Vous serez en colère. Non. Si. Non, 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 diantre, que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baisez les bras. Comment est-ce qu'on fait d'autre chose? Non pas. Mais pour guérir du mal qu'il dit, qui le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger. S'il en eût demandé, que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Ben oui, une vision, cette fois-là, un peu plus classique au niveau de la pièce. Pièce qui met en scène un personnage, celui d'Arnolphe, qui, par peur d'être cocufié, va prendre sous son aile une jeune fille, va la garder à l'écart de la société, à l'écart de la vie, va prendre en charge son éducation et va se la garder pour lui, c'est-à-dire qu'il va carrément se payer une femme. Donc, il va espérer, entre autres, un mariage avec elle. Il va s'en aller dans cette direction-là, mais malheureusement, la jeune Agnès va rencontrer un jeune homme et c'est de ça là, qu'ils sont en train de jaser. Donc, l'École des femmes, deuxième position, deux versions très particulières là, de la pièce. Première position, encore là, peut-être une surprise pour certains. C'est une pièce que j'ai eu la chance d'écouter il y a à peu près 30 ans, un peu plus de 30 ans même, au Cégep de Trois-Rivières, montée par des étudiants de la concentration Arts et Lettres. Et c'est L'Avare de Molière. L'Avare qui est écrit en 1668, pièce qui met en vedette le personnage d'Harpagon et on va encore une fois parler de promesses de mariage, de dot et de quiproquos autour de ce personnage-là, dont on va mettre vraiment en évidence l'avarice. On va avoir dans cette pièce-là aussi comique de mots, comique de situation, comique de gestes aussi. Et on va aller chercher dans la Commedia dell'arte, on va aller chercher beaucoup de choses autour de ça. Ce qui va faire, à mon avis, une mécanique vraiment très intéressante à aborder. Je pense que si j'avais une liste de pièces là, que j'aimerais travailler de Molière dans les prochaines années, ça serait surtout L'Avare. L'Avare, pour les cinéphiles, on va aller du côté d'un film de 1980 produit par Louis Giraud et Louis de Funès. Et Louis de Funès interprète le rôle d'Harpagon. Et c'est un petit peu un des premiers contacts aussi, ce film-là, que j'ai eu avec le théâtre classique et le théâtre aussi. Je me rappelle avoir vu ça très jeune. Donc, réalisation très intéressante. Vous allez voir, on passe du film. Dans le film, le personnage d'Harpagon va nous parler directement. Et sur un changement de plan, on va se retrouver sur une scène de théâtre de l'époque. Donc, et pour la suite, revenir dans le film. Donc, c'est assez intéressant, là, le traitement, l'adaptation d'un cinématographique d'une pièce de théâtre. Donc, je vous laisse, sans plus de blabla, je vous laisse avec Louis de Funès qui va nous interpréter, tiré de la pièce L'Avare de Molière, le fameux monologue d'Harpagon. Vous courriez! Vous ne pas courriez! Mais tu me prends là! Mais tu me prends ici! Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi! Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Mon cher ami,
On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, tout est fini. Pour moi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? C'est des personnes. Ah. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison. À servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. Hé! De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons, vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Suffit! J'ai attrapé. Donc, ben oui, court extrait, L'Avare de Molière, interprété de façon, à mon avis, magistrale par Louis de Funès, le personnage d'Harpagon, qui vient de se faire voler son argent. Pour moi, cet extrait-là est vraiment la preuve que lorsque on a un texte et qui est interprété de belle façon, ça rend ça décuple l'espèce de portée que le texte pourra avoir. C'est ce qui va conclure la première portion de le premier épisode, le pilote, en fait, de Top 5 des pièces de Molière. Prochain épisode, le premier épisode officiel de la série, va porter sur les adaptations de la pièce Hamlet de William Shakespeare. Donc, petit spoiler, si on veut, petit divulgateur. On a une version en Klingon, donc pour les amateurs de Star Trek, on va parler de ça un peu. Donc, merci beaucoup. Je vous rappelle, projet gratuit pour les membres du Théâtre du Mauvais Garçon, du site. Donc, les membres du Théâtre du Mauvais Garçon, 5$ par mois. On a accès à tous les projets, les podcasts, les entrevues, des choses comme ça, les projets là, comme le Top 5. Et sinon, ben, ça sera 20$ pour la totalité du projet. Donc, les 10 prochains épisodes, 2$ par épisode. Ce n'est quand même pas très cher. Donc, merci. À la prochaine sur le site du Théâtre du Mauvais Garçon. Merci beaucoup. Stéphane Bélanger qui vous dit au revoir.